Et maintenant, cher Simo, nous avons justement un exemple parfait où un certain Merz se lève lors d'un événement et crie sur une femme gravement atteinte d'un cancer. C'est révélateur. Tu n'as plus besoin de journalistes pour ça. Là, ces gens révèlent toute leur absence de scrupules, dans leur manque total d'empathie. On ne peut même pas s'indigner assez à ce sujet. Et le plus drôle, c'est que cet événement à Salzwedel, en Saxe-Anhalt, il y a quelques jours avec Merz, c'était la journée du journalisme local. C'est-à-dire que dans le public, il y avait des journalistes, ils ne sont pas intervenus. Ils auraient pourtant dû sauver cette femme immédiatement. Non, la présentatrice de cet événement s'en prend aussi à cette femme et elle dit « Posez votre question, posez votre question ». Puis elle répète « Je suis gravement malade, je prépare actuellement mes funérailles ». Puis la présentatrice répète « Maintenant, votre question, nous n'avons pas beaucoup de temps ici ». C'est ce genre de journalisme qui m'énerve. Et ensuite, un Merz arrive et en rajoute une couche. Et il crie littéralement sur cette femme. Le journal Die Welt a écrit que c'était le moment Laschet. Comme Laschet avait ri à l'époque lors de la crue de l'Aar, c'est ainsi que ça plombe maintenant Merz. Complètement. Et là, je ne peux que demander, où sont donc tous ceux qui critiquaient Ben pour son interview avec Höcke maintenant? Où sont-ils maintenant? Où s'indigne-t-il donc en tant qu'avocat de cette femme qui a été humiliée là-bas? Et c'est pourquoi je suis vraiment content que ton émission ainsi que celle de Ben grandissent, fleurissent et prospèrent. Ça rend les autres, oui, ils sont désespérés. J'ai aussi eu un jour Béatrice von Storch comme invitée, Peter. C'était dur sur le fond, mais respectueux dans le ton. Et à la fin, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit « Hey, merci pour ta position. Super que tu aies une telle attitude. » Tu es aussi allé chez de nombreux collègues comme Lance, Kerner, Sabine Christiansen et Art Aberfer. Et si tu regardes en arrière, est-ce que ces présentateurs étaient aussi incisifs et poussés dans leurs questions que ce qu'ils exigent maintenant de Ben? Quand je regarde l'interview de Miosga et Habeck il y a quelques mois, Oui. Alors s'ils n'ont pas couché ensemble avant ou après, là je serais vraiment... l'interview était vraiment tellement complaisante. Elle lui a littéralement soufflé toutes les réponses. Il n'y avait absolument aucune relance. Quelques semaines avant ou après, moi je ne connais pas la chronologie, elle a, je crois, interviewé Sarah Wagenknecht. Là, c'était une inquisition. Donc c'est vraiment super sélectif ce qui se passe là. Et maintenant, demander cela à Ben qui veut juste discuter et n'est peut-être même pas armé intellectuellement pour ça. Toutes ces approches ethno-nationalistes d'un Björn Höcke, je n'ai pas regardé l'interview en détail. Il faut avoir étudié l'allemand et l'histoire allemande pour vraiment participer à la discussion, car il a aussi un rythme de parole incroyable. Il t'a eu toi, puis Gerald Hüther, puis Björn Höcke, puis un autre homme politique. Souvent, tu ne peux même pas vraiment participer à la discussion dans le détail. Les chaînes publiques en sont le pire exemple. Lorsqu'elles reçoivent les invités qu'il faut, il s'agit surtout de discussions complaisantes, d'échanges de bons procédés, rarement de questions critiques, ce qui est déjà chanceux. Oui, enfin, je veux dire, je ne serais pas Peter Hain si je ne mentionnais pas ici, ne serait-ce qu'un instant, la littérature la plus importante de tous les temps. J'écris dans mon nouveau livre « Pourquoi nous détruisez-vous » C'est un titre programmatique. Ils détruisent aussi le journalisme maintenant, ainsi que le succès de Ben et le tien. Tout cela est merveilleux. Et j'ai écrit dès le début, celui qui pensait que tout cela ne pouvait pas être surpassé a été détrompé à la fin de l'année 2025. La soirée du 6 décembre a été le point le plus bas de la télévision allemande. Les chaînes, généralement contrôlées par des instances de la CDU, de la CSU et du SPD, ont fait pire que la chaîne pour enfants et la télé-poubelle. L'hebdomadaire suisse Weltwoche commente que lors de l'E100 sur la RD, le programme du gouvernement allemand est célébré avec une hola. Comparé à cette émission, la télévision d'État de la RDA passait pour une émission d'opposition turbulente. Et puis j'ai encore plein d'autres exemples là-dedans.
Ça veut dire que ce qu'ils attendent de toi et de Ben, ils ne le respectent pas eux-mêmes. Et tu en parles. À l'époque, quand j'étais invité et que je passais au Hut Journal et à l'émission Hut, j'étais là parce que j'étais aussi chrétien, pieux et conservateur. Et tout ça, eh bien, à ce moment-là, j'intéressais encore les talk-shows et j'étais partout. Sabine Christiansen, Kerner, Lance, Art Aberfer, Riverwood. J'ai été partout, plusieurs fois. Et j'ai côtoyé les collègues, très différents. Il y avait une façon, c'était par exemple Kerner, qui faisait toujours ça de manière très amicale, mais qui prenait soudain un tour d'investigation très téléguidé, lors de la célèbre interview avec Eva Hermann. Inoubliable, cette femme a donc été exhibée, démolie. Aujourd'hui, nous savons qu'une partie de ce dont elle a été accusée était en partie faux et que c'était injuste. Soudainement, Kerner, que j'apprécie beaucoup, a joué le rôle de l'inquisiteur. Le comique, c'est que personne ne l'a cru. En ce sens, tout le monde a compris que c'était une mise en scène. Il fallait que ce soit comme ça, peut-être pour garder son emploi. Que voulez-vous? Nous avons une évolution similaire avec Lance, qui a aussi commencé avec des discussions plutôt douces et qui maintenant se donne soudainement un air d'investigateur, où il se rend compte qu'en fait il se rend ridicule avec cette attitude complaisante. Il doit ridiculiser le gouvernement, il doit dévoiler toute cette injustice qui vient maintenant de la CDU, de la CSU et du SPD au gouvernement. Sinon, plus personne ne le prendra au sérieux. Même Sabine Christiansen avait un cadre bien défini. Et maintenant, voici les différences. La plupart des collègues peuvent justement les entretiens non scénarisés, non. Ce que tu fais, ce que Ben fait dans un format non scénarisé, ce n'est pas simplement laisser tourner sans rien faire. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. Je dis juste bonjour et maintenant racontez-moi la grandeur de votre vie et de votre œuvre. Et après 4 heures, je dis c'était merveilleux, au revoir. Non. C'est être intelligent d'écouter. Développer des questions à partir de l'écoute, approfondir avec des questions complémentaires. C'est ça l'intelligence. La plupart, maintenant je ne citerai pas de nom, avaient seulement leur fiche devant eux, où tout était déjà écrit. Et moi-même, j'ai animé un talk-show pendant 7 ans, j'avais ma propre société indépendante, et la plupart des employés venaient justement de ces talk-shows. Et il me présentait ensuite, on faisait des réunions et tout ça, et la veille de l'émission, je recevais ces fameuses fiches de l'animateur où étaient inscrites les questions qu'on avait élaborées ensemble. Il partait du principe que j'allais poser ces questions une à une. Voilà. Mais d'abord, avec ces questions, je ne les ai pas déchirées car c'était un travail important et je ne voulais pas mettre mes collègues dans l'embarras. Je les ai mises de côté en disant que ça me servait juste d'information de fond. Il y a trop d'animateurs aujourd'hui qui travaillent en suivant leur liste de questions. Ils n'écoutent même pas. Ils ne relancent même pas. Ils ont déjà la question suivante en tête. C'est la forme la plus stupide du journalisme. Et je pourrais maintenant citer un nom. Je pourrais citer des situations que j'ai vécues. J'ai toujours veillé à m'asseoir à côté du modérateur. Comme ça, je pouvais toujours jeter un œil à ses notes, au sens propre du terme d'ailleurs. Il y avait déjà des passages surlignés en jaune. Je savais toujours quelle serait la prochaine question, ou du moins ce qu'il avait préparé. C'est que je pourrais maintenant, je ne veux embarrasser personne, donc je préfère me taire pour l'instant. Mais j'ai récemment eu une expérience, enfin la dernière grande expérience avec la télévision publique que j'ai eue. C'était absurde, c'était vraiment absurde. Et maintenant, je te le dis personnellement, dans mes interviews d'été, là, c'était vraiment, tu avais 20 minutes, d'abord un peu d'humanité, alors les vacances, la famille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, on va quand même aborder 3 ou 4 questions politiques. Et puis la critique est venue lors des fameuses conférences de rédaction, ensuite le lundi ou le mardi. Eh bien non, tu aurais dû encore poser cette question et tu l'as regardée avec le sourire et ah non, voilà, à peu près comme ça, voilà.
Et je n'oublierai jamais comment Bodo Hauser, qui est malheureusement décédé beaucoup trop tôt, était avec l'émission Hauser et Kienzle, la droite et la gauche. Hauser était celui de droite et Kienzle celui de gauche. C'était une légende de la télévision à l'époque où elle était encore authentique, équilibrée, de qualité et vraiment d'investigation. Et comment Bodo Hauser, peu avant sa mort, lors d'une de ces visioconférences du ZDF, où tout le monde était connecté, du directeur général jusqu'au dernier chef de studio, a dit « Est-ce que vous avez déjà remarqué que Anne est le seul à mener ses interviews sans fiche, sans aucune feuille de papier ? Anne s'assoit donc face à un haut responsable politique, du président fédéral au chancelier fédéral, jusqu'à tous les présidents de parti. Là où d'autres trembleraient, ces mauviettes d'aujourd'hui dans le journalisme, eux, ils tremblent de soumission, de peur de poser la mauvaise question, et pour qu'ils sourient et hochent la tête, et ainsi de suite, tout ça. Et Anne s'assoit simplement en face d'eux et mène une conversation. Et je m'en fais un honneur d'avoir essayé d'écouter les gens, d'en faire une conversation, et on peut y arriver même en 10 minutes, en 15 minutes, il n'y a pas besoin de 4 heures. On n'a peut-être pas abordé 100 sujets, mais on en a approfondi 2, et les gens en retirent un véritable enseignement, et tout cela a disparu. Et cela revient maintenant grâce à de nouveaux formats. Ou même chez toi, et ça effraie tout le monde maintenant. Il y en a 2 qui disent d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas journalistes, et pourtant ils font un journalisme parfait. Parce que ce que nous avons vécu avec Ben, c'est la forme idéale du journalisme. Mettre un politicien face à ses contradictions sans le ridiculiser. Il est simplement mis en scène comme lors d'une représentation sans être ridiculisé. C'est une conversation et non pas un massacre ni une démolition. Ce n'est pas cette interruption perpétuelle. Tu comprends, aujourd'hui, si tu as la mauvaise opinion, tu ne peux même pas prononcer une demi-phrase sans qu'il t'interrompe déjà de façon hystérique. C'est même souvent hystérique. Personne n'a le droit de le dire, parce que les gens pourraient peut-être applaudir chez eux s'ils entendaient une telle phrase. Tu sais, la question est-ce qu'une conversation politique, c'est du journalisme de mise à mort ou un gain de compréhension? C'est la seule alternative. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le journalisme de mise à mort financé par le service public. Un bavardage de cours financé par les redevances. C'est ce que nous retrouvons chez ceux qui, justement maintenant, critiquent Ben. Ils ne font rien d'autre que d'acquiescer au bavardage de cours, de dire à quel point c'est formidable, formidable, sans jamais poser de questions critiques. C'est pourquoi je ne peux que dire que c'est un document de l'histoire contemporaine et ça me fait chaud au cœur de voir tout le monde s'énerver autant. Tu sais, c'était tellement prévisible. Ils n'ont aucune gêne à s'énerver. Et même des psychologues s'en occupent maintenant. Et le fait que Ben ait légèrement tressailli de la paupière droite à une certaine déclaration doit forcément prouver qu'il est de mèche avec que. Et il a aussi un peu fait la moue et tout ça. Ah, c'est quelque chose. Tu m'as demandé au début comment j'ai perçu Ben. Tu sais, il te regarde avec étonnement, mais avec un visage impassible. Donc tu ne sais pas ce qu'il pense, il te regarde juste. Là, en tant qu'interlocuteur, je ne le connaissais pas encore. Que non plus ne le connaissait pas, et personne parmi ceux qui étaient déjà allés chez lui ne le connaissait auparavant. Personnellement, directement. Et oui, j'étais déjà un peu déconcerté et je me disais, bon sang, il faut bien qu'à un moment, la bombe explose. Et puis j'ai remarqué comment il assimilait tout ça et posait les questions décisives. Je me dis que je me serais posé les mêmes questions chez moi. Ça, j'aimerais bien le savoir de votre part. Et c'est pourquoi je ne peux que passer par toi pour adresser de grandes félicitations à Ben depuis Berlin.
En tout cas, ce que Ben fait vraiment bien, c'est cette capacité à paraphraser, à simplifier, à faire preuve d'empathie, à se mettre à la place de l'autre. Je pense qu'après cet entretien avec Björn Höcke, on atteindra sûrement à terme 4 millions et demi à 5 millions de vues. Oui, rien que sur YouTube. Tu dois t'imaginer, il y a encore plein d'autres chaînes. Oui, oui, sur Spotify, il est aussi très fort. Il va sûrement rejoindre l'Olympe là-bas. Et je veux dire, il va aussi devenir un peu une sorte de sous-culture. Et c'est aussi un peu cool, tu vois. C'est un peu cool d'aller chez Ben. Ils vont être des influenceurs maintenant. Le prochain ici sera Xavier Naidoo qui ira aussi là-bas. Donc vraiment, toutes les personnalités polarisantes vont se retrouver là-bas, dans son format ou dans le mien, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est un assez bon contrepoids au programme de désintoxication des chaînes publiques. Oui, et c'est, je dirais, pour finir aussi une forme de dévoilement. Alors, je pourrais dire la chose suivante. J'écoute maintenant ces 4 heures de Höcke. Et puis à la fin, Ben dirait, et maintenant vous avez remarqué quel connard il est. C'est comme ça que les chaînes publiques aimeraient que ça se passe. Et puis le peuple dirait, excusez-nous, est-ce qu'on était sur la mauvaise chaîne? Mais j'ai écouté autre chose pendant 4 heures. Je n'ai pas entendu de connard du tout. Ça veut dire que l'attente de cet arrogant et ces méprisants envers le peuple arrogant, c'est qu'après, ils viennent simplement dire, vous voyez, c'était vraiment un sale type d'extrême droite, nazi, etc. Au lieu de le laisser comme ça. Mais ils ne peuvent pas le laisser comme ça parce qu'ils sentent bien que l'étincelle prend. Et c'est ça le plus dangereux qu'une étincelle passe. C'est justement ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent que la haine se propage, que la stigmatisation se propage, que les préjugés se propagent. Et donc, comme je l'ai dit, j'aime bien être avec toi, j'aime bien être avec Ben, mais pas tellement avec les autres. Peter, pour finir, quel conseil donnes-tu à un jeune souhaitant devenir journaliste? Suis la voie classique ou laisse tomber, sois authentique, achète-toi une caméra et fais-le à ta façon. Fais comme moi, je n'ai rien appris, je me suis simplement lancé pendant mes études, apprendre en faisant. J'avais un bon feeling avec les gens parce que j'ai toujours été en contact avec des gens. Et je suis content maintenant que beaucoup de nos auditeurs vont se rendre à Grima dimanche. C'est la fête des mères. Là-bas, je vais parler dans la grande salle Muldan Talal. Et à 17 heures, vous pouvez venir avec toute la famille. C'est ce qui me fait vivre. J'ai toujours les gens en tête. Ainsi, tu n'as même pas d'idées idiotes. Et ensuite, tu fais un journalisme classique où mon directeur me dit, on a déjà tout discuté, je ne veux pas de journalisme militant, je veux que vous donniez des faits pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. C'est en fait tout ce que tu dois savoir. Je suis le type même du parcours atypique du non-conformiste qui est arrivé dans ce métier un peu par hasard. Je ne l'ai même pas appris, mais je l'ai fait proprement et correctement, sans un seul droit de réponse, sans un seul blâme du conseil de la télévision, sans une seule intervention dans mon émission. Je n'ai jamais eu à subir d'intervention dans mon émission parce que j'aurais été incompétent ou déplacé. Et si tu y arrives, alors tu peux aussi te permettre de juger. C'est pourquoi je ne peux que dire à nos jeunes, devenez journalistes, et ce, dans le meilleur sens du terme, pas des courtisans, pas des bavards de cour, pas des propagandistes lénifiants, mais toujours avec les spectateurs en ligne de mire. Nous leur sommes redevables. Nous ne sommes rien d'autre que des serviteurs. Service. Et modérateur veut dire, il suffit de connaître un peu de latin, celui qui modère. Pas un agitateur, mais quelqu'un qui tempère, quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui éclaire, tourné vers l'interlocuteur et le sujet de manière bienveillante. Et vers le spectateur aussi. Alors, n'ayez pas peur. Prenez une caméra. Mettez-vous en place. Et bavardez comme ça vous vient. Le succès vous est assuré.
Peter, c'est un vrai honneur de te parler. Merci pour tes explications. Aujourd'hui, il faut quelqu'un qui reconnaît ses schémas et tu es le meilleur pour ça. Tu as passé 50 ans dans l'audiovisuel public. J'ai trouvé la conversation d'aujourd'hui passionnante, venant d'une telle légende. Tu n'es pas un suiveur. Ce n'est pas pour rien que tu es devenu une légende. C'était captivant. La prochaine fois, on se revoit en vrai. Nous avions déjà dit tout à l'heure, lors de la préparation, qu'une vraie conversation est tellement plus authentique, meilleure et plus honnête que de la faire par Zoom. Mais pour l'instant, la conversation sera en ligne. Et on se revoit très très bientôt à Berlin, c'est sûr. Et j'ai hâte. Au revoir, cher Simo. Et salutations à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Et merci.